Soit. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On est pour une vidéo énorme avec un top 5. Le top 5 de quoi? Le top 5 des plus grands featherweight de tous les temps à l'UFC, mon cher Rust. C'est formidable. Mais avant, n'oubliez pas, pouce bleu et abonnez-vous. Complètement possédé. Mais par contre, ça, c'est parfait comme introduction parce que, comme on dirait un espèce de présentateur télé complètement transformé en chétane, ça me permet de glisser que je vais rester comme ça, comme un chroniqueur de bord de terrain parce qu'en fait, je veux pas enfoncer les écouteurs dans mes oreilles parce que ça me file des otites. Donc, non, mais vraiment. Donc, je vais rester comme ça pour avoir accès au micro. Donc, désolé, mais le son devrait être bon. D'accord, formidable, formidable Jean-Pierre. Alors on va parler, on va parler des 5 plus grands featherweight de tous les temps. On a, à notre humble avis, bien évidemment, il va y avoir différents. C'est un peu comme quand on avait parlé du GOAT. Il y a énormément de choses qui sont le plus objectives possible et il y a une petite part bien évidemment d'irrationnel et qui font que on va parler aussi d'émotions parce que forcément il y a aussi des émotions que vous ont pu vous transmettre tel ou tel combattant qui font que vous allez dire par exemple ah bah moi personnellement quand Max Holloway a battu José Aldo la première fois ça m'a vraiment fait quelque chose ou quand Conor McGregor a battu José Aldo c'était certes 13 secondes un combat où c'est vrai qu'on peut pas en tirer énormément de choses plutôt qu'une masterclass de 5 rounds. Mais moi, ça m'a bouleversé complètement. Donc voilà, on va aussi avoir aussi une petite part comme ça qui fait que les émotions étaient bel et bien présentes lors de ce classement. Et donc on vous invite également à faire votre propre top 5 et nous dire ou pas si nous sommes complètement à côté de la plaque ou au contraire, vous validez complètement. Alors on va Au milieu de commencer, la mon plaque. cher Rust, par le numéro 5, parce que finalement c'est sur cette position-là où nous sommes en désaccord. Et oui, vous êtes ravis, ça y est, il y a un désaccord, il y a du clash, il va y avoir de la violence, peut-être même du sang. Alors mon cher Rust, pour toi, quel est le 5e plus grand featherweight de tous les temps? Eh ben, moi, j'ai placé Frankie. J'ai placé Frankie Edgar parce que pour moi, alors, en fait, je suis d'accord avec toi par contre quand même, on peut pas s'en empêcher sur le fait que, il m'a pas transmis grand chose en fait. Je En fait, même le fait de dire: «J'adore Frankie Edgar», en fait, j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit: «Bah, en fait, même pas». C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un, il a tout et Ouais. tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite d'être parmi les plus grands combattants, de MMA qu'on ait Mhm. vus, dans le sens large, bien évidemment. Mais, ben, il m'a jamais non plus transmis beaucoup d'émotions, en fait. Déjà de par sa personnalité, mais ça n'a pas sa place dans le classement. Mais Sa même, petite taille aussi. comme sa Non. petite taille le laissait deviner. Mais non, Non, mais parce je qu'en plaisante, fait, évidemment. Ouais. il a fait des trucs de fou. C'est-à-dire que Mhm. là, on parle de featherweight, mais il faut quand même déjà effectivement rappeler que, bah, il était en lightweight, Champion lightweight. il a été champion lightweight, il est descendu en featherweight, il a eu des comment dire? Il a été au plus haut niveau et il a battu des noms parmi les meilleurs de la catégorie. Donc, ben, il mérite. En plus, au niveau des compétences, il est toujours au top. C'est-à-dire que si tu lui mets un prospect qui est pas encore totalement formé, on pense évidemment à Yair Rodriguez par exemple, il va l'éclater. Il est tellement bon partout dans tous les domaines du game que c'est même pas un gatekeeper en fait, c'est presque un gatekeeper de title shot. C'est-à-dire que, bah, c'est le mec, il va battre tout le monde sauf les champions, donc en l'occurrence José Aldo, Max Holloway. Mais par contre, tu lui fous n'importe qui, il va probablement lui rouler dessus en fait, n'importe qui, même les gens qui sont au plus haut niveau. Ouais. Donc, pour moi, en termes de compétences martiales, en termes d'accomplissement, on est obligé pour moi de le mettre, même en featherweight, pour ce qu'il a fait en featherweight. Donc, moi, je mets Frankie Edgar. Exactement. Et quelque part, je te rejoins parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, Frankie Edgar, c'était un petit peu le nec plus ultra, finalement, mais juste en dessous du champion. Donc c'est vrai, puis on retient notamment ces 3 title shots face à José Aldo 2 fois et face à Max Holloway. Pour moi, donc là, voilà,
Là où je voulais mettre Frankie Edgar, mais justement, en fait, il m'a jamais rien transmis, Frankie Edgar. On en parlait en off avec Rust avant l'émission, enfin, avant le podcast. Justement, à part les combats contre Gray Ménard, où là, il y a vraiment eu quelque chose pour ma part, le reste du temps, c'est très propre, Frankie Edgar, mais il y a pas ce petit plus, contrairement au Korean Zombie. Où là, le Korean Zombie, voilà, c'est je termine ou je me fais terminer chaque fois qu'il arrive. Enfin, le Korean Zombie, quasiment tout le monde l'adore. Je connais aucun hater du Korean Zombie. Je pense d'ailleurs que c'est impossible en fait d'être un hater du Korean Zombie tout simplement. Donc déjà il y a ça. Et de deux, c'est un gars, vous savez, à chaque combat, il se passe des choses avec lui. Et il y a eu plusieurs carrières aussi pour le Korean Zombie. Il y a eu ce côté, cette absence pour le service militaire puisqu'il est coréen. Ensuite, il est revenu. Et depuis qu'il est revenu, c'est vraiment, enfin, c'est un combattant immanquable tout simplement. Et en plus, à ça se conjugue, et pour moi, c'est pour ça aussi que je le mets tu vois, au top, le fait qu'il ait déjà eu son title shot, donc perdu contre José Aldo, et qu'aujourd'hui, depuis son retour maintenant, ce soit un vrai membre en fait du top 5. Et ça va être très compliqué pour lui d'être champion, tu vois, mais c'est un gars où c'est pas du tout un gatekeeper non plus, mais il fait partie des vrais contenders. Et tu sais, comme là aujourd'hui Brian Ortega, tu bats Korean Zombie, tu valides ton title shot ensuite. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais le mettre dans cette, dans membre du top 5, parce que ok, il n'a jamais été champion, il n'a jamais eu de titre intérimaire, tout ça, mais c'est quelqu'un qui fait partie des meubles et qui, je pense, tu vois, enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment cette catégorie featherweight pour le Korean Zombie, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à chaque fois ses combats parce que peut-être que c'est pas pour le titre, mais tu sais qu'il va se passer quelque chose avec lui. Ouais, ouais, Donc, absolument. Bah, écoute, c'est vrai qu'en fait, je suis assez d'accord, même si, bien sûr, mais c'est normal, enfin, quelque part, c'est normal, mais que du coup, c'est vrai que c'est subjectif parce qu'on l'adore, mais effectivement, puisqu'il faut choisir un cinquième, parce que, à notre sens, en tout cas, c'est pour le cinquième qu'il y a débat, parce que pour les quatre premiers, je pense qu'on les met dans l'ordre qu'on veut, mais de mettre d'autres combattants à la place des quatre premiers qu'on a, je vois difficilement comment c'est possible. impossible parce que là, le teasing est insupportable. C'est parti. Quatrième position, l'actuel champion de la catégorie, Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski qui, pour ma part, souffre un petit peu du même syndrome que Frankie Edgar, à savoir qu'il ne transmet pas grand-chose. Donc c'est extrêmement propre, Volkanovski. C'est bien évidemment titre de champion pris à Max Holloway, qui, vous le verrez, on va en parler un petit peu plus tard dans notre classement, est lui aussi un très très grand. Mais voilà, c'est très propre. Moi, il ne me transmet pas grand-chose, mais par contre, c'est vraiment une exécution magnifique des game plans, cette double menace constante, cette capacité d'adaptation qui font que c'est très propre. Et puis surtout, avec Volkanovski, il est quatrième aujourd'hui, mais d'ici 2-3 ans, il pourrait très très bien être premier parce qu'il a quand même battu Max Holloway et José Aldo et Chad Mendes qui aurait mérité une mention honorable aussi. Ouais, absolument. Tout comme Uriah Faber, même si maintenant Oui. il est plus en bantamweight. Mais oui, ouais, ouais. Volkanovski, en fait, c'est clair que pour moi, je le mets quatrième aussi. Mais avec, effectivement, avec cette petite gommette de on attend de voir. Parce que c'est clair que s'il continue et s'il a un run où là, pendant 5, 6, 7 combats, il est invaincu et vraiment il dépasse de la tête et des épaules tous les contenders qu'on lui met en face, ça va être difficile de lui refuser la place dans un top 3 de tous les temps en featherweight parce qu'en plus de ça, c'est pareil pour moi, il ne me transmet rien personnellement. Mais alors par contre, comme tu le disais, au niveau de l'exécution, ouais, parce que bon, les trois qu'on va mettre devant, c'est clair que c'est quand on parle d'exécution, du geste, du beau geste, du beau jeu, etc. Bon, bah là, c'est clair, c'est le Nirvana. Mais Volkanovski, il est quand même en bonne passe parce que lui, c'est vraiment un gars, comme on l'a dit et on le répète assez souvent, c'est vrai, mais il a le MMA dans la peau. Il comprend instinctivement les transitions, il comprend instinctivement comment mélanger les différentes phases du MMA, le sol, la lutte, le striking, etc. C'est quelque chose qui lui vient naturellement et c'est somptueux la manière dont il le fait. Et en plus de ça, en termes de striking, c'est City Kickboxing, c'est Eugene Berman, c'est Adesanya. Donc, il a moyen, avec le set de compétences qu'il a là, d'aller tellement loin qu'il est quatrième pour l'instant, mais c'est work in progress. Exactement. Donc voilà, bravo à Alexander Volkanovski pour cette quatrième place et maintenant troisième. Alors la troisième, là on parlait d'émotion. Je défends quiconque sur cette planète de me dire non, ça ne m'a jamais rien fait. Parce que oui, on peut tout à fait dire, et là je vous rejoins complètement, que effectivement sa route vers le titre a été somme toute assez favorisée par l'UFC entre
événements qui ont été faits pour lui dans des conditions ultra favorables, avec un public qui allait le soutenir et adversaire plutôt prenable par rapport à son style. Je parle bien évidemment de Conor McGregor. Mais une fois qu'il y a tout ça, une fois que tout est réuni pour vous, encore faut-il pouvoir assumer. Quand je dis encore faut-il pouvoir assumer, il y a par exemple l'exemple de Darren Till où une entrée absolument gigantesque, absolument pour l'éternité finalement, quand il rentre pour le combat contre Stephen Wonderboy Thompson, événement fait pour lui par l'UFC à Liverpool, et à la fin on accouche d'un combat qui, certes extrêmement technique, mais 5 rounds où les deux sont ultra précautionneux. Il y a certes ce knockdown en toute fin de combat contre Wonderboy, mais le combat, il passe un peu aux oubliettes. Et de l'autre côté, il y a Conor McGregor. Conor McGregor qui vous finit Brandon dans une ambiance absolument dinguissime. Et puis ensuite, je pense bien évidemment au main event contre Dennis Siver à Boston. Ok, là les gens vont dire quoi? T'obtiens ton petit title shot après avoir battu Dennis Siver. Là, je vous rejoins complètement, c'est n'importe quoi. Mais événement à Boston fait pour Conor McGregor par l'UFC, Dana White qui est de Boston, qui fait ce cadeau aux fans, et il met quand même le feu avec un événement comme ça où sur le papier vous dites ok, le déséquilibré ça va pas être, mais non, 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 Conor McGregor, il y a tout ça, il y a ce face-off juste avant le combat avec le petit fuck des familles, et puis bien évidemment il y a toutes ces performances que vous connaissez contre Dustin Poirier, contre José Aldo aussi. Devenir deuxième champion de l'histoire de cette catégorie featherweight face à un mec qui a 10 ans d'invincibilité en le finissant en 13 secondes, il y a quelqu'un qui ici est présent avec nous, qui avait acheté le pay-per-view, qui avait veillé toute la nuit pour voir ce combat, qui garde un souvenir amer, mais inoubliable pour autant. Ouais, non, non, franchement, ça m'a fait chier quand même, hein. En fait, sur le moment, tu es dégoûté, en fait. Sur Ouais. le moment, tu penses pas immédiatement, «Dis donc, je viens de voir un truc pour l'éternité». Tu penses: «Ah putain, je viens de payer, je sais pas combien d'euros pour un Je viens de payer 20 truc». euros pour l'éternité. Ouais, voilà, c'est ça, pour un truc, du coup, que je vais revoir tourner en intégralité, parce que ça dure 13 secondes sur tous les réseaux sociaux demain. Donc et en plus, quand tu fais payer tes potes pour ça en leur promettant monts et merveilles, qu'ils s'endorment à moitié et que quand tu les réveilles, il se passe ça, non, j'avais le seum. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'au-delà de ce qu'il transmet, parce que, et pour tous les haters, c'est vrai que et je peux comprendre qu'on n'aime pas Conor McGregor, mais on connaît nous-mêmes des gens qui sont, comment dire? Qui sont d'une région du monde où ils ont toutes les raisons de supporter Khabib Ouais. et comment dire? Et d'être totalement des haters de Conor McGregor et eux-mêmes disent: «Bah, il faut avouer qu'on ne l'aime pas, mais il faut avouer qu'il assume et qu'en gros, il talk the talk, mais il walk the walk aussi», tu vois? Donc en français, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc on peut ne pas l'aimer, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est un, son efficacité dans la cage et deux, ce qu'il a apporté au sport. Donc, et je ne parle pas que du trash talk, hein, je parle d'une manière générale de la Ouais. technique, de ce qu'il a apporté en termes de tout ce qu'on a dit d'ailleurs dans la vidéo, le secret de la gauche de McGregor par exemple, tu vois, mais c'est quelque chose, il a des armes qui fait mieux que personne. Et quoi qu'on en dise, bah, pas avec cette arme-là, il a été capable de faire des choses qu'on n'avait encore jamais vues avant à ce niveau-là. Et c'est vrai que ce soit par ce qu'il a fait avec José Aldo, par son run quand il est arrivé en featherweight, parce que bon, bah, il a quand même battu Chad Mendes à une semaine du combat, ce qui était quand même OK. Chad Mendes n'était pas préparé, mais c'était quand même un lutteur, il y avait quand même des risques, etc. Il a dit oui sans sourciller, il a battu Dustin Poirier avant, et puis il a battu du coup Eddie Alvarez, champion lightweight sur une masterclass. Il était prêt à combattre Dos Anjos, il a combattu en welterweight contre Nate Diaz, pareil, en prenant le mec à une semaine, il n'y avait pas de souci, etc. Il revient, comment dire, bon, il se fait poncer par Après, contre. après, on est sur la carrière en featherweight, là. On reste sur la carrière Exactement, en featherweight. c'est pour ça. Donc en fait, c'est pour ça que on peut pas nier qu'il a fait avancer le sport. Et ça, je pense que oui, on parle de featherweight, mais malgré tout, je pense qu'il faut le dire. Et en termes de featherweight, bah voilà, c'est vrai que oui, il a eu effectivement, comme tu l'as dit, un run vers le titre probablement favorable. Mais ben, j'ai envie de dire que quand tu bats José Aldo en 13 secondes, alors qu'il est sur sa série d'invincibilité, rien que ça, quelque part, et encore on le répète, ça n'est pas de la chance en fait, hein, c'est vraiment, Mmh. c'est drillé, enfin, et bah, rien que ça te prévaut quand tu es capable, juste avant d'être sur une série toi-même d'invincibilité, je pense que ça te prévaut une place dans le top 5 et pour moi même troisième de ce podium, quoi, Exact. sans souci. Exactement. Et puis, je voulais ajouter aussi cette fameuse performance face à Chad Mendes. Parce que pour moi, en fait, la performance face à Chad Mendes, qui n'était pas prévue, bien évidemment, parce que José Aldo s'était blessé après le fameux tour et tout ça, où là, on aurait pu ajouter vraiment ce côté, bah, t'as été précipité vers le title shot et tout. Mais là, il a battu Chad Mendes, ok, c'était en short notice, mais c'était un style
merdique pour Conor McGregor, qui était lui-même blessé à la cuisse et qui a réussi un énorme comeback avec là aussi un événement absolument légendaire parce que lors de cet événement l'UFC 189, il y a aussi juste avant quand même le Robbie Lawler contre Rory McDonald numéro 2 qui est le plus grand combat de tous les temps. Juste après, vous avez fait ça avec les entrées, mais là aussi légendaires, enfin, c'est peut-être les plus belles entrées de l'histoire de l'UFC. Et puis Conor McGregor qui se fait poncer pendant un round et demi. Donc Ouais. où là aussi, ça sent pas bon du tout pour lui. Donc vraiment, c'est un ensemble de choses qui font que le run de Conor McGregor vers le titre, c'est magnifique. C'est vraiment, moi vraiment, je trouve que c'est magnifique dans le sens où, en plus, il arrive à faire tout ça alors qu'en place, il y a en place un véritable roi. Et José Aldo, juste avant de perdre contre Conor McGregor en 13 secondes, il vous sort un combat légendaire aussi contre justement Chad Mendes. Parce que Chad Mendes à l'époque, c'est lui le numéro 2, enfin numéro 2-3 bis de la catégorie, et il est vraiment en place. Et José Aldo, quand il s'impose contre Chad Mendes, il a quand même chaud lors de la revanche, c'est très très Ouais. tendu. Donc tu vois, réussir à faire tout ça, alors qu'en place, tu as quand même, ça n'a jamais été une superstar, José Aldo, mais c'était, voilà, 10 ans d'invincibilité, premier champion de l'histoire de la catégorie à l'UFC. C'est vraiment un mec qui fait partie des meubles. Et réussir à exister, malgré la présence d'un monument comme ça, et ensuite réussir à valider tout ça en ayant battu le mec qui était numéro 2 avant, à savoir Shawn Mendes, puis ensuite José Aldo de manière absolument époustouflante, pour moi, c'est ce qui fait que c'est absolument monstrueux. Mais voilà, il n'y a pas de règne. Pas Et de règne, oui. et en plus, en battant sur la route vers le titre, d'accord, il n'était pas encore complètement formé, mais on pourrait faire l'argument que Conor McGregor non plus, Dustin Poirier et Max Holloway quand même. Ouais. Enfin, OK, ils étaient jeunes, mais il bat quand même Dustin Poirier, Max Holloway avant de battre, Chad Mendes et José Aldo. Et c'est vrai que, désolé, je t'ai coupé, mais et c'est vrai que je pense que, la raison pour laquelle, pour moi, on est obligé de le mettre en numéro 3, c'est que, oui, il n'a pas défendu son titre et oui, il n'a pas de série de victoires de défense comme Max Holloway et José Aldo, mais ce qui perd, entre guillemets, en crédibilité dans la discussion des meilleurs featherweight de tous les temps en n'ayant pas cette série de défense, pour moi, il le rattrape avec le côté décisif Ouais. qu'il a eu quand il était dans son run vers le titre et la manière dont il a gagné le titre. Pour moi, on ne peut pas lui reprocher de battre José Aldo en 13 secondes. Alors oui, C'est peut-être clair. qu'on aurait été plus facilement enclin à dire que c'est le meilleur de tous les temps s'il avait fait une masterclass contre José Aldo pendant 5 rounds. Mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas lui reprocher de faire, de gagner le titre, par un KO le plus rapide de l'histoire pour un combat pour le titre, quoi. Entièrement Donc d'accord. voilà, on est d'accord. Et ensuite, numéro 2, peut-être que ça va faire grincer quelques dents, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui, parce qu'il va combattre ce week-end. The best is blessed, baby, the best is blessed. Max Holloway, qui est numéro 2. Parce que là, pour le coup, bon, le mec a clairement nettoyé la catégorie. Il a battu tout le monde, sauf Conor McGregor, si vous voulez. Mais sinon, tout le monde y est passé avec Max Holloway. Mais, et c'est pas un petit mais, et c'est peut-être pour ça, moi, tu vois, c'est là, je vais peut-être être un peu dur, ce que je disais à Rust avant, et je prends ce risque et je l'assume, de le dire haut et fort. Pour moi, Max Holloway, je le mets numéro 2 parce que c'est vrai que, ok, il a eu un règne dans la catégorie, mais hormis Brian Ortega, il n'a battu personne qui était dans son prime lors de ses défenses de ceinture. José Aldo avait déjà perdu contre Conor McGregor et enfin, même si José Aldo reste très grand, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est plus le même José Aldo qu'auparavant. Et bien évidemment, Frankie Edgar, là aussi, Ross l'a dit tout à l'heure, il reste toujours en place, mais c'est plus non plus le très grand Frankie Edgar. Et pour Anthony Pettis, bah voilà, Anthony Pettis, c'est bah là, pour sortir de son contrat UFC, il a enchaîné 2 victoires consécutives, donc contre Cerrone et lors de son dernier combat. C'était la première fois, je crois, en 7 ans qu'il n'avait pas enchaîné 2 victoires consécutives. Donc il fait le yo-yo depuis un moment et c'est là-dessus que Max Holloway a remporté sa ceinture. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, c'est un peu le seul problème avec Max Holloway, c'est qu'il n'a jamais eu, tu vois, de vraies grosses rivalités ou de combats où il a réussi à écraser complètement la nouvelle génération, ou j'ai presque envie de dire même sa génération, parce que c'est vrai que Max Holloway est extrêmement jeune. Donc je veux dire, sa génération, il n'a pas réussi. Là, il commence avec Calvin Kattar, avec ces mecs-là. Mais pour moi, c'est ce qui fait que je ne le mets que deuxième. Et puis voilà, puis il a quand même perdu contre Volkanovski par une fois. Voilà, à une seule reprise, il a perdu. Bah, écoute, je suis en désaccord parce que, comme on le disait, avant d'enregistrer, mais je suis en désaccord parce que pour moi, il a j'ai du mal à dire que, il a battu un José Aldo par 2 fois qui n'était pas dans son prime. Parce que
En fait, oui, si on juge par l'âge et le kilométrage en termes de combat, c'est vrai que José Aldo, Le kicking game. Il y avait pas du tout de kicking game pour José Aldo il n'y lors avait de pas le ce combat. kicking game, mais en fait, pour moi, c'est malgré tout, tu vois? Parce que quand on voit les performances qu'est capable de livrer José Aldo contre Marlon Moraes et surtout que même s'il a perdu Yann. contre Petr Yan, bah, en fait, j'ai envie de dire donc et tout ça, c'est après, ses défaites contre Max Holloway. J'ai envie de dire quand tu un José Aldo qui reste à ce niveau-là, bah, pour moi, c'est un peu dur de dire qu'il est plus dans son prime ou en tout cas que c'est pas le José Aldo qu'on a connu avant. Alors il y a pas le kicking game, c'est sûr, mais il reste tellement, tellement bon et tellement sharp, tellement, comment dire? Bah, au-dessus de, 99 des gens de sa catégorie que, j'ai un peu de mal à dire que les combats contre lui et Frankie Edgar, pour moi, c'est un petit peu pareil parce qu'il reste à un niveau presque constant depuis 10 piges. J'ai du mal à dire que Frankie Edgar et José Aldo ne sont pas des «victoires» entre guillemets, enfin, que Max Holloway ne les a pas battus dans leur prime. Alors c'est parce que c'est peut-être pas leur prime, mais pour moi, ils sont tellement constants et tellement bons que c'est pour moi, c'est des victoires qui valent 99 de s'ils étaient dans leur prime. Mais sinon, je suis d'accord et moi aussi je le place en numéro 2 parce que, ben, comment dire? Il a défendu son titre, c'est ce qu'on veut d'un champion et puis, son run vers le titre est incroyable aussi. Il a battu des noms, il est au niveau des compétences martiales, il est absolument, il est magnifique, dans tout ce qu'il arrive à faire. Oui, c'est un striker, majoritairement, mais il est bon dans tous les domaines du game et en striking, c'est juste assez c'est beau à pleurer. Donc, complètement, de toute façon, Max Holloway, pour moi, il y a aucun doute que qu'il est dans le top 3 sans aucun doute, dans le top 2 même sûr aussi, et donc il est numéro 2. Ouais, il est numéro 2. Ouais, non, mais oui, oui, non, notre cher Max Holloway, puis qui a pas fini sa carrière, parce que mine de rien, il n'a que En plus. 29 ans, notre cher Max Holloway. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, voilà, je le mets numéro 2 pour toutes ces raisons-là, et puis que bon, en face, le numéro un, nous avons un monument. Nous avons un monument, mais c'est vrai que là, après cette discussion, certes assez brève, mais je me dis, c'est ce qui est très compliqué, c'est que tu vois, pour le coup, je pense que tu vois, si Max Holloway, et même personnellement, moi je pense que ça n'aurait pas énormément ajouté, tu vois, à son héritage, mais s'il avait battu Volkanovski, enfin, s'il était toujours champion aujourd'hui, j'aurais mis numéro un en fait. Je crois aussi. Et Ouais. ce qui est donc, enfin, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais ça veut dire que ça se joue vraiment à rien. Alors que là, pour le coup, le numéro un, c'est José Aldo pour nous, mais qui, voilà, jusqu'à ce que Holloway perde sa ceinture, pour moi, il était tombé numéro 2. Donc voilà, José Aldo, 10 ans d'invincibilité, premier champion de l'histoire de la catégorie, qui a nettoyé absolument tout. Voilà. Et puis ensuite, quand Conor McGregor est parti, il a récupéré sa ceinture avec une victoire contre Frank Edgar par décision unanime. Et puis ensuite, la chute terrible face à Max Holloway. Mais bon, mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport, le fait qu'il soit mine de rien toujours en place, j'ai envie de le laisser numéro un. Puis, tu vois, mine de rien, même s'il avait perdu aussi contre Volkanovski, il restait toujours présent et tu n'avais pas ce côté non plus. euh, Ok, pour moi, il y a une baisse chez José Aldo qui fait qu'il n'est pas comme avant. Mais t'as pas ce côté Junior Dos Santos où t'as presque envie de dire là, il Ouais. faut maintenant arrêter. Il faut arrêter. Ouais. Il perd José Aldo, mais soit il perd contre les tout meilleurs, ou quand il perd, c'est jamais de manière où il se fait humilier, en fait, où il se fait humilier, Ouais. soit humilié, ou soit le côté, bah là, clairement, il y a la nouvelle génération et on voit ce qui te manque. Non, là, il perd, en fait, contre des gars qui sont meilleurs, et quand on dit meilleurs, c'est parce que ce sont les meilleurs de la planète. Ils ont soit un putain de game plan, soit ils arrivent avec quelque chose de complètement dingue. Donc, il n'y a pas du tout de déshonneur à perdre comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je le mets premier, notre cher José Aldo. Bah, moi aussi et puis, entre guillemets, j'ai envie de dire, il continue de nous prouver pourquoi. Parce que c'est vrai que, oui, il y a eu son règne, ça c'est clair et ça c'est pour l'éternité. Je ne sais pas combien d'années alors après, il y a aussi, certains qui pourront dire et je crois que honnêtement, je peut-être que j'en fais un peu partie, Oh que, il a eu ce règne, mais qu'il a été très, très, très prudent quand même. oui, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il combattait vraiment pas souvent, il ne combattait que quand il était dans les conditions optimales, mais n'empêche que, bah, les résultats sont là. C'est vrai qu'il a battu tous les contenders qu'il y a eu qui se sont présentés à lui. Il était même tellement au-dessus qu'il se permettait d'être en croisière et parfois même de se faire remonter sur des derniers rounds, genre je pense à Marc Hominick par exemple. Mhm. Mais quand il fallait être là, il était là. Il faisait toujours ce qu'il faut pour être. Et ça, c'est quand même la marque des grands champions. C'est-à-dire il faisait le nécessaire pour gagner, mais il n'avait même pas besoin de faire plus. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est à ce niveau-là de compétence, c'est juste extraordinaire. Et alors,
oui, c'est vrai qu'il a perdu contre Max Holloway, mais oh, voilà, entre guillemets, Max Holloway qui est donc, alors déjà en plus stylistiquement, si José Aldo n'a pas ses kicks, stylistiquement sans le kicking game, c'est C'est compliqué, même pour lui contre Max Holloway, même s'il est extrêmement bon. Et du coup, bah, ouais, il a perdu contre Max Holloway, c'est vrai, mais entre guillemets, il y a que contre Max Holloway où vraiment il a été clairement battu parce que c'est vrai que alors Volkanovski aussi, mais tu sentais que c'était quand même un peu plus chaud, que c'était ouais, un peu plus serré. c'est Et clair. puis après, c'est ça qui est dingue, c'est que la nouvelle génération, donc Renato Moicano et Marlon Vera et même, Marlon Moraes, même si c'est très chaud, bah, il les bat aussi, en fait. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'il est même plus champion et il bat quand même la nouvelle génération qui, grosso modo, s'il n'y avait pas eu José Aldo, probablement qu'ils auraient eu leur title shot ou pas loin, tu vois? Donc c'est complètement délirant et cette espèce de seconde carrière qu'il est en train d'avoir, même si là, il vient d'être battu par Yann, donc c'était compliqué, après avoir livré un combat monstrueux, bah, ça fait que j'ai du mal et comme toi, à ne pas le mettre premier parce que pour tout ça, quoi. Son règne et ce qu'il est encore en train de prouver encore aujourd'hui. Il continue de nous prouver notre cher José Aldo. Et je voulais ajouter, je voulais ajouter quelque chose. Et j'ai oublié. Oui, si. Énorme regret pour José Aldo, c'est quand même. Moi, vraiment, hein, c'est le gros truc, c'est mon petit pincement au cœur, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas eu cette revanche contre Conor McGregor, tu vois. Parce qu'à tout Oui, jamais, pareil, tu vois, moi, j'ai beau parler de José Aldo là, le mettre premier, bah ça pop-up en fait. T'as cette espèce d'image subliminale, tu vois, du pauvre José Aldo ouais, complètement à hagard après cette défaite contre Conor McGregor. Et ça, c'est terrible. Parce que les combats contre Max Holloway, il y a eu la première défaite, il y a eu la deuxième, bon bah voilà, ça y est, et puis enfin, je veux dire, c'est des vrais combats entre guillemets, dans le sens où ça ouais. dure. On voit que justement, au bout d'un moment, il y a Max Holloway qui passe la seconde et que José Aldo ne peut plus suivre, il s'enferme dans son anglaise et puis il finit complètement submergé. Le combat contre Conor McGregor, c'est 13 secondes d'une fin de règne qui était absolument monstrueuse et il n'aura jamais l'occasion en fait de pouvoir avoir une revanche pour qu'on dise bon bah ok, il s'est passé ça et finalement enfin, voilà, il y avait clairement une différence entre les deux, tu vois. Et je trouve ça très dur pour lui parce que il mérite vraiment pas ça, José Aldo. Et puis deux, bah pour la plupart des fans, en fait, il reste ce mec qui s'est pris ce KO en 13 secondes contre Conor McGregor. Et ça, franchement, pour un gars qui a cette carrière-là, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est dur parce que même si on le répète, ça n'est absolument pas un coup de chance ce qu'a réussi Oui, à faire Conor McGregor. Bah, malgré tout, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire, si José Aldo n'avait pas, un peu fébrilement, bondi en avant de manière totalement, irrationnelle, menton en avant, en prenant tout le risque et cetera, ben, peut-être qu'on a un combat qui dure beaucoup plus longtemps et peut-être que José Aldo gagne, en fait. C'est-à-dire que, s'il fait enfin, on rejoue le combat 10 fois, je pense que, c'est très enfin, c'est 5-5 et à mon avis, il y a même possibilité que José Aldo, s'en sorte, bien mieux oui. que ce qu'on a vu, quoi. Non, mais Donc même le même résultat, tu vois. Même s'il y a le même résultat et qu'il perd quand même, t'as pas ce côté en fait humiliant d'une défaite en 13 secondes où du coup t'as même pas ce ouais, côté c'était compétitif en fait. Parce que là, ce qui ressort d'une victoire en 13 secondes, c'est finalement Conor McGregor n'avait pas à être dans le même octogone que José Aldo parce qu'il était à des années-lumière de lui. Alors qu'en réalité, bon, bah, José Aldo, c'est un très grand. Donc c'est pour ça que moi j'aurais aimé quand même une petite bataille un petit peu plus longue entre les ouais, deux non, hommes. c'est sûr. Moi Voilà. aussi, c'est sûr. Bon bah voilà, c'était notre top 5 of all time, the greatest featherweight of all time. Max Holloway revient très bientôt contre Calvin Kattar et c'est pour ça qu'on a fait ce petit top 5. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou par DM. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure, mon cher Rust. Big shout out à my sweetest protein. Wow! À my sweet protein. Avec Oui. MyProtein en ce moment, vous avez 42% sur tout MyProtein avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom. Wow! Avec le code la sueur. À très vite pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!